Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les portraits d'Arinella Evans. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau projet en compagnie de Vicky. Bonjour à toutes et à tous. Elle nous reçoit aujourd'hui chez elle afin de nous faire découvrir son univers, son travail et puis surtout elle va se confier sur sa vie de maman et de femme active. Très heureuse d'ouvrir le bal pour ce nouveau projet. Alors Vicky, pour ceux qui ne te connaissent pas, car nous on sait déjà que tu as eu 4 vies avant d'arriver jusqu'ici, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots? Alors, avec plaisir. Du coup, je suis Vicky Diète, diététicienne nutritionniste. Alors, je travaille à mi-temps à l'hôpital et également en fait à mon compte pour des consultations libérales. Et j'ai une activité également de conseil et surtout de formation d'élèves qui passent le BTS diététique. D'accord. Voilà, je jongle avec un petit peu toutes ces casquettes. Ça fait beaucoup. C'est laquelle ta casquette principale du coup? Alors, en termes de temps, on va dire que c'est plutôt les élèves et les patients. D'accord. Voilà. L'hôpital, ça me prend 2 jours dans la semaine et tout le reste du temps est consacré à mes élèves et mes patients. Et mon compte Instagram aussi, qui prend de la place. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ces dernières années? Donc, après avoir entamé un bac scientifique classique, je me suis lancée dans des études médicales. Et malheureusement, comme beaucoup d'étudiants, ça n'a pas fonctionné, donc il a fallu se réorienter. Et je me suis lancée dans les études de diététique, ce que je regrette absolument pas du coup à l'heure actuelle. Et après l'obtention de mon BTS diététique, j'ai fait 2 spécialisations parce que on a toujours soif d'en apprendre plus, et donc je me suis spécialisée en troubles du comportement alimentaire à l'hôpital Sainte-Anne. Et sur l'obésité de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital Trousseau, donc ce qui est assez complémentaire dans ma pratique quotidienne. C'est hyper complémentaire avec ce que tu proposes maintenant. Enfin, pour la petite info, j'ai testé récemment les prestations de Vicky. Tu m'en avais pas parlé? Un bilan nutritionnel. Forcément, c'est pas dans le... On peut avoir besoin de consulter un diététicien dans plein de cadres différents. Ça peut être pour un surpoids, pour une dénutrition, mais on peut aussi le faire pour simplement faire le bilan sur son alimentation, voir les comportements qu'on peut faire évoluer pour devenir finalement une meilleure version alimentaire de nous-mêmes et améliorer sa santé, tout simplement. Bah écoute, tu as tout dit, on se donne rendez-vous dans 3 mois? Oui, on peut. Ton travail, c'est quoi exactement? Par exemple, si demain on vient te voir à l'hôpital, voilà, Vicky, voilà, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors à l'hôpital, c'est assez simple, on va au chevet des patients. Et on est là pour faire de la rééducation alimentaire quand il y a des vrais soucis pathologiques, que ce soit un diabète, une dénutrition, ça peut être de l'hypercholestérolémie. Enfin, on peut intervenir en tant que diététicienne dans plein de domaines différents. Et par l'alimentation, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'état de santé, et on travaille en équipe pluridisciplinaire, ce qui fait que voilà, le patient est mis au centre et l'objectif, c'est vraiment d'améliorer sa santé. Donc ça, c'est pour le côté hospitalier. Et donc c'est pas des consultes? Alors, c'est des consultes, mais finalement, au chevet du patient, on n'a pas de cabinet, en tout cas dans l'hôpital où je travaille, on n'a pas de cabinet, on ne fait pas de consultation externe. Voilà. C'est vraiment les patients hospitalisés qui sont dans des états qui permettent quand même une consultation. En cabinet libéral, là c'est plus du domaine de la santé, du bien-être. On a quand même moins de profils médicaux en dehors de l'hôpital automatiquement. Quel est le lien entre cette activité-là et qu'aujourd'hui tu es très présente sur les réseaux, que tu partages tes recettes, que tu donnes des conseils? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce tournant-là?
Alors ça s'est fait un petit peu naturellement. Au début c'était simplement, la page Wikidiète, c'était simplement un partage de recettes, de restaurants, de bons plans, au niveau voilà, tournée alimentaire, parce que je ne vais pas vous le cacher, ça fait partie de mes passions, faire à manger, manger. Donc voilà. c'était juste pour le plaisir. C'était pour le plaisir et finalement ça a grossi. J'ai eu de plus en plus d'abonnés. J'ai professionnalisé un petit peu la page en essayant toujours voilà, de trouver des visuels sympas et de montrer que finalement avec une alimentation variée, équilibrée, qui donne envie, on pouvait s'écarter du vulgaire poisson blanc, haricots verts vapeur, voilà, où on dit la diététicienne c'est ça, je vais manger que ça. Et en fait non, c'est montrer qu'on peut manger extrêmement varié et que ça peut donner envie. Et il y a eu un gros boom, c'est vrai, au moment du premier confinement, où les gens ont retrouvé finalement le chemin de leur cuisine, ont eu envie beaucoup de cuisiner et je partageais aussi mes idées menus. Parce que finalement, il fallait faire à manger midi et soir, il fallait trouver des idées et c'était pas simple. Sur ce que tu dis par rapport au confinement, les repas 3 fois par jour à la maison, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton activité? Très clairement, il y a eu un vrai boom, un vrai engouement à ce moment-là sur ma page et du coup c'est vrai que je proposais des menus que je partageais avec mes abonnés, des idées recettes puisqu'on était tous dans le même bateau enfermés chez nous à essayer de voilà, trouver des activités, que ce soit avec un enfant, pas d'enfant, enfin, voilà, c'était assez compliqué et je partageais vraiment ça avec plaisir. Et c'est à ce moment-là que ça a pris plus d'ampleur et c'est vrai qu'il y a un effet boule de neige sur les réseaux sociaux, c'est que ça va très vite. Et du coup, j'ai continué après ce confinement à alimenter ma page et à partager toujours plus de recettes avec mes abonnés. Et quelles sont les questions qu'on te pose le plus régulièrement? Parce que nous, quand on est derrière notre écran, on voit tous ces comptes. Qu'est-ce qu'on te demande? On te demande tes recettes, si ça fait grossir. Ça c'est la question numéro 1. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Et je vais vous donner un scoop. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir. Aucun. C'est vraiment des histoires de quantité, d'adapter finalement. On peut manger de tout. On peut se priver de rien, c'est juste d'être conscient qu'il y a des aliments forcément qui sont plus caloriques que d'autres. On peut les intégrer à notre alimentation et le fait de les intégrer, le fait de ne pas se sentir frustré au quotidien fait qu'on va mieux gérer les tentations. Bon bah ça c'est top. Bref. Où est-ce que tu prends tes inspirations? Beaucoup les réseaux sociaux, aussi les recettes un peu traditionnelles, les recettes de grand-mère parce que j'ai été baignée dedans. Parmi les personnes vraiment inspirantes qui m'ont donné envie de cuisiner, il y a clairement ma grand-mère et donc forcément les recettes de grand-mère, on se dit que c'est toujours un peu riche, voilà, elles ont souvent la main lourde sur le gras, le sucre, etc. Et donc c'est vrai que j'aime bien me challenger en essayant d'alléger ces recettes pour montrer qu'on peut se faire plaisir avec des recettes un petit peu à l'ancienne sans pour autant perdre en goût. Donc je fais beaucoup de tests, alors des fois ça rate hein, forcément. Tu cuisines beaucoup, tu partages tes recettes, tu as tes cours, tu as tes consultations. Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as une journée type? Alors tout à fait. On va dire que généralement le lundi-mardi c'est totalement dédié à l'hôpital. Donc je vais déposer mon fils à l'école et puis après je fonce à l'hôpital. Et c'est voilà, journée de consultes, on fait des bilans, on peut aussi faire des ateliers de groupe où ça c'est assez intéressant parce qu'il y a une vraie symbiose entre les patients, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Ça c'est vraiment journée classique, on va dire la salariée fonctionnaire, voilà, où il n'y a pas trop... Il peut y avoir quand même des imprévus à l'hôpital, c'est pas vrai, mais finalement c'est voilà, des horaires assez fixes. Et les 3 autres jours de la semaine, ça va vraiment être très variable. Donc toujours déposer le psy à l'école et ensuite ça peut s'enchaîner cours, consultes, rédaction de contenu pour le compte Instagram, de finalement faire à manger, faire les photos, écrire les recettes. Voilà, ça prend du temps. Quand vous voyez une recette en ligne, il s'est passé souvent un petit moment avant qu'elle paraisse. Combien de temps tu prends, voilà, par exemple, quand on voit un post à toi avec une recette,
Quel est l'équilibre entre le temps que tu as pris pour choisir ce que tu as proposé, le temps que tu as fait pour le cuisiner et le temps de mise en ligne, c'est-à-dire le petit design qui va bien, la petite story, l'écriture du contenu? Alors, j'ai 2 types grosso modo de posts. On va dire qu'il y a les posts vraiment prévus où il y a une occasion particulière où là, ça va me demander peut-être un cheminement et des tests avant. Et puis après, il y a les posts un peu plus spontanés où je vais tester une recette sur le moment, dans la soirée. Et puis, je vous le poste en story et il y a tellement d'engouement que je me dis, bon, je vais vite prendre une photo et rédiger rapidement la recette pour le poster. Donc il y a vraiment, voilà, j'essaye de garder le côté spontané. Les stories, ça nous permet quand même de rester spontané et d'avoir un lien avec notre petite communauté plus directe. Et après, voilà, il y a les posts un peu plus préparés, mais ça peut prendre plusieurs heures quand même. Donc on mange souvent froid, c'est vrai, parce que la photo n'est pas bien prise, etc. Donc c'est vrai que faut s'habituer. C'est pas évident d'être le conjoint d'une Instagrammeuse, entre guillemets, food. Mais bon, je pense qu'on s'habitue. Bah, du coup, il doit bien manger. J'espère, quand même. J'espère, il a pas l'air trop malheureux. Ça va. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces difficultés ou des erreurs ou des choses qu'on ne voit pas quand tu prends du recul sur ton parcours? Voilà, est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? La petite difficulté à gérer peut-être le côté Instagram et vie perso, c'est que forcément ça prend du temps. Et on est souvent sur notre téléphone, ça peut être un peu désagréable, etc. Donc il faut, et j'essaye, je ne dis pas que je le fais parfaitement, mais j'essaye d'avoir des temps dédiés, que ce soit pour répondre aux messages privés, aux commentaires, parce que finalement, je suis toute seule derrière mon compte Instagram, je n'ai pas une team qui répond à ma place, voilà, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Donc forcément, voilà, d'essayer d'être organisé et de se dire bon, là ça y est, il est telle heure, j'arrête avec mon téléphone ou je poste une story mais je suis pas forcément dessus. Ça peut être très désagréable après pour l'entourage. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté de gérer l'entourage, le compte Instagram et toutes ces interactions qui sont hyper enrichissantes. Moi j'adore échanger avec mes abonnés, j'en apprends tous les jours. Et puis j'ai vraiment une communauté hyper bienveillante. J'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai pas de haters, ça, on est tranquille là-dessus. Donc non, c'est un vrai plaisir d'échanger. Même si au début c'était voilà, juste un petit passe-temps, j'adore échanger avec toutes ces personnes. Donc voilà, c'est plus de jongler, trouver un équilibre entre que ça prenne pas trop de place sur ma vie perso. Et d'ailleurs, on sélectionne ce qu'on a envie de partager sur les réseaux. J'expose pas en permanence mon mari, mon fils. J'essaye de partager des petites touches parce que les gens ont quand même besoin, je pense, de savoir qui se cache derrière les recettes. Surtout que moi, il y a un suivi qui est possible après derrière. Je peux proposer mes services de diététicienne, donc c'est toujours intéressant de savoir un petit peu à qui on a affaire. Donc je me fais un peu violence, j'essaye de montrer un peu ma petite tête de temps en temps, même si c'est pas évident. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour toi aujourd'hui du coup de venir et de te confier à nous? Je me suis fait violence. Je suis clairement sortie de ma zone de confort, mais je me suis dit que bon, déjà j'étais très touchée qu'on pense à moi pour ce genre de portrait. Je me voyais pas du tout dans cette catégorie-là de personnes, même si c'est vrai que quand on fait le bilan, j'entreprends, j'essaye d'avoir voilà, mon activité libérale et salariée en jonglant un petit peu avec tout ça. Donc j'ai été très très touchée, clairement. Et forcément, on fait des efforts, on essaye de prendre sur soi et de se dire que bon, en restant naturel, ça devrait le faire. Alors Vicky, durant tous nos échanges, parce que ça ne se voit pas, mais avant quand même de se rencontrer pour cet échange, on le travaille un petit peu pour savoir où on va aller. Voilà, où on va aller, quelles questions, sur quel terrain moi je peux me permettre d'aller avec Vicky. Il me semble que tu m'as parlé d'ouvrir un cabinet, que c'est dans tes projets. Tout à fait. Est-ce que ce projet n'a pas été un petit peu chamboulé avec le Covid? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui?
Alors ça a été reporté. Finalement, on a été obligé de s'adapter. C'était un petit peu difficile de mener tout de front et de trouver le bon lieu. C'est un cabinet que je souhaiterais faire en association avec ma meilleure amie qui est psychologue, et on aimerait vraiment mêler ces deux univers qui sont très complémentaires, parce que finalement l'alimentation c'est notre quotidien, ça fait partie de notre vie, vraiment on va dire que c'est viscéral, et donc souvent il peut y avoir aussi des soucis psychologiques qu'on peut résoudre, et l'un et l'autre sont complémentaires. Donc nous, ce serait notre rêve de pouvoir ouvrir ça ensemble, et vu nos diplômes respectifs, de tourner cet univers sur la mère, l'enfant, l'accompagnement, et puis au niveau familial, d'aider les gens à avoir, moi de mon côté, une meilleure alimentation, et de l'autre côté, un meilleur équilibre familial. Et donc, c'est vrai que là, le Covid, ça a chamboulé tous nos plans, mais je pense comme beaucoup de gens qui ont dû revoir leur projet. Donc, on a reporté, et il a fallu s'adapter. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai continué à donner des consultes, là, finalement, tout en ligne, à distance. Alors, on a plein d'outils en 2021 maintenant qui nous permettent d'être opérationnels. Donc, heureusement, on a pu rebondir là-dessus. J'ai une question quand même que tout le monde, je pense, se pose. Qu'est-ce qui t'a permis de rester positive face à tous ces reports et ces imprévus? Les reports, les imprévus, la réadaptation, parce que l'ouverture d'un cabinet, je pense, c'est d'investissement financier, c'est temps, c'est tout un planning qui est remis... Qui est chamboulé. C'est de se dire finalement, peut-être que les planètes n'étaient pas alignées à ce moment-là et qu'il ne fallait pas... je suis un petit peu du style à me dire, si quelque chose ne se fait pas, il ne faut pas insister, vaut mieux reporter, reculer pour mieux sauter finalement, et se dire... lancer un projet bien abouti en réfléchissant vraiment, en étant sûr du lieu, de la patientèle qu'on peut se créer, etc. Vraiment que ce soit bien réfléchi. Je préfère toujours prendre plus de temps, et c'est aussi un de mes défauts, c'est que je veux toujours que ce soit parfait, mais la perfection ça n'existe pas, donc ça aussi j'essaye de travailler là-dessus. Si jamais il y a un post, quelque chose qui n'est pas parfait, des fois je me dis non je ne le poste pas, et puis en fait finalement les gens veulent du contenu, les gens veulent que ça avance, etc. Donc là je sais que pour la rentrée, une fois que le petit Brookie du coup sortira du four, on va le faire vraiment sérieusement pour que ça puisse voir le jour. Mais la difficulté, c'était de se dire mince, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire. Je le décale, c'est pas grave. Mieux vaut prendre un petit peu plus de temps et être sûr de ce qu'on fera. Après, c'est quand même un vrai investissement, un cabinet, et puis on a envie que ça se passe le mieux possible. Donc Vicky, elle attend un heureux événement. Eh oui. Donc déjà, félicitations. Merci. Comment tu gères ta vie de maman, ta vie de femme active et ta vie de femme? Je pense que beaucoup de femmes actives se posent cette question. Enfin, moi, très personnellement, je travaille donc à mon compte. Je trouverais ça impossible de faire rentrer un enfant dans le planning. Il y a beaucoup d'organisation derrière. C'est vrai que par exemple, on parle souvent de charge mentale, Oui, parce que dis-moi. Elle a déjà un petit garçon de 3 ans et demi, ouais, déjà. Donc voilà. Là, clairement, c'est beaucoup d'organisation, c'est du sport au quotidien. Il y a tout le temps quelque chose à penser, il y a tout le temps des impératifs. Mais finalement, en s'allégeant un peu, par exemple, de certaines charges, par exemple en prévoyant les menus pour la semaine, en essayant de cuisiner d'avance, ça permet de se dégager aussi un petit peu du temps. Donc là, c'est un peu le moment où mon métier me sert dans ma vie quotidienne. D'accord. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre à mes patients. C'est que finalement, il y a rien de... Même si c'est difficile, il n'y a rien d'impossible. On peut toujours s'organiser et en dédiant en fait des plages bien précises pour chaque... on va dire, facette de ma vie, j'arrive plus ou moins à jongler, même si au final c'est un peu sportif, mais
voilà, les vraies astuces, c'est l'organisation, de savoir un peu où on va. Il y a des semaines où ça se passe mieux que d'autres, hein, évidemment, où on a un peu plus la pêche que d'autres, mais bon, en essayant d'anticiper, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau sortie, au niveau enfant. Bon, sortie là avec le Covid, on est un peu limité, mais voilà, l'anticipation, l'organisation, ça aide beaucoup à s'alléger un petit peu et à gérer tout ça de front. Est-ce qu'aujourd'hui, ta casquette de maman, elle te freine un petit peu dans tes projets? Je pense que c'est pas tabou. Non, c'est pas tabou du tout. C'est une vraie question qu'on peut se poser. On a rencontré un profil aussi très intéressant qui va sortir bientôt. Elle nous racontait qu'elle n'avait pas forcément de temps à consacrer à cette partie sentimentale dans sa vie. Alors, je dirais pas que ça me freine, mais je me pose toujours la question de savoir si ça va avoir un impact sur le quotidien de mes proches, sur mon fils, sur mon mari. Donc c'est vrai qu'on discute beaucoup avec mon mari, mais je sais que je ferai toujours passer, ça après c'est mon choix, hein, je pense qu'on est tous différents, je ferai toujours passer mon côté perso que face au pro en fait. Je me dis, bon si mon fils a besoin de moi maintenant, que je dois aller le chercher en plein milieu de la journée, si je dois reporter mes consultations, voilà, je le fais et c'est vrai que c'est plus nous, malheureusement, même s'il y a de plus en plus de papas et puis mon mari aussi s'implique énormément, c'est vrai qu'on a tendance à être on appelle toujours la maman en premier, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, et quand on n'est pas joignable, on appelle le papa, mais c'est vrai que moi je préfère prioriser ma vie vraiment personnelle. J'ai pas envie que ni mon compte Instagram, ni mon activité de diététicienne ait d'impact. J'ai envie d'être présente au quotidien pour mon fils, mon mari, ma famille. Dans tous les projets que tu entreprends, on le voit que tu es passionnée. C'est hyper cliché ce que je vais dire, mais le temps que tu prends avec tes patientes, le temps que tu prends pour nous recevoir aujourd'hui, parce que un plaisir quand même. Ça fait un petit moment qu'on est là. Donc voilà, ça se voit que tu es passionnée, que tu mets du cœur à l'ouvrage et que tu aimes ce que tu fais. On devine que tu es inspirée derrière tout ça? Forcément, je pense qu'il y a de l'éducation aussi. Tu parles d'aimer recevoir, d'être à l'écoute. Ça fait partie des qualités, je pense, que m'ont transmises clairement mes parents, mes proches. Et puis après, au quotidien, forcément, je m'inspire de mon mari. Je vois comment il bataille, il entreprend lui aussi, pour le coup. Il n'a pas peur de prendre des risques, de faire un petit peu... même si c'est un peu à contre-courant ou ça peut paraître fou au début, de se lancer. Là, il s'est lancé, il a ouvert un centre à l'autre bout de la France alors qu'on habite à Paris. Donc oui, voilà, Marseille. Oui, l'autre bout de la France, hein. Pour des Parisiens comme nous, clairement, c'est l'autre bout de la France. Donc non, de prendre des risques pour sa famille, etc., de ne pas hésiter à se lancer. C'est sûr que je m'inspire des gens qui m'entourent. Merci beaucoup en tout cas de partager tout ça avec nous. Je pense qu'il y en a plusieurs qui nous regardent et qui nous écoutent, qui se reconnaîtront dans ce que tu dis. Si tu avais des conseils à donner à une femme qui veut se lancer à son compte dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu lui dirais? D'y aller franchement et de ne pas avoir peur. On a tendance toujours à douter un peu de nos capacités, à se dire que finalement non, c'est peut-être trop ambitieux ou peut-être pas à notre portée. Et finalement, on se fait souvent moins confiance que les autres. Et par exemple, de ne pas se limiter, de se dire non mais ça a déjà été fait ou ça existe déjà, mais ça n'a pas été fait par vous, ça n'a pas été fait avec votre touche, avec votre personnalité. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui permet de différencier. Et quand on a un projet, moi je le vois, il y a plein de diététiciens, il y a plein de comptes Instagram, de food, etc. Mais c'est vrai que en y apportant sa touche personnelle, en restant soi-même, ce sera forcément différent de la personne d'à côté. Donc automatiquement, on y apportera notre touche personnelle et c'est ce qui plaira ou pas d'ailleurs, mais c'est ce qui plaira et ce qui fera que ça fonctionne. En gardant, je pense, ce côté identité, naturel, personnel.
Ne pas vouloir toujours trop bien faire, que ce soit parfait, ça, on en parle tout le temps. Des fois, il vaut mieux se lancer et rendre les choses un peu plus perfectibles au fur et à mesure, plutôt que de ne rien faire, de ne pas se lancer. Voilà. Du coup, tu leur conseillerais d'avoir confiance en elles, d'oser, d'y aller et puis de garder leur identité. Exactement, leur personnalité, de ne pas vouloir faire comme tout le monde. On ne vient pas chercher telle ou telle personne parce qu'elle fait comme... Non, on veut avoir une vraie identité, une vraie façon de faire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Quels sont tes projets? Donc tout à l'heure, tu nous parlais de ton cabinet. Voilà, que ça voit le jour. J'espère vraiment et de réussir à jongler finalement entre toutes ces casquettes qui finalement, en parlant avec toi, voilà, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de facettes à un peu gérer. Et puis d'être heureuse, que voilà, j'arrive à concilier tout ça. Alors Vicky, qu'est-ce que tu retiens de toute cette expérience? Clairement qu'il faut sortir de sa zone de confort, on va pas se mentir, hein, c'est la première fois de ma vie que je me fais interviewer, voilà, que je réponds à des questions. Alors j'essaye de le faire spontanément, voilà, avec le plus de sincérité possible. De sortir vraiment des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est ce qui nous permet de rencontrer plein de gens, c'est ce qui nous permet de nous enrichir. Je retiens qu'il faut se faire violence un petit peu, même si on n'aime pas passer de l'autre côté de la caméra. Je pense que ça vaut, voilà, pour tout, c'est un exercice un peu difficile, mais finalement c'est très enrichissant et puis voilà, je ne regrette pas d'avoir dit oui et d'être là aujourd'hui à vous recevoir pour ce super projet. En tout cas, nous, on a été très contents de venir te voir. Pour info, Vicky, quand je l'ai appelée pour lui annoncer le projet, c'est Bon, tu étais dans les premières, hein, mais c'est une des seules qui a été aussi enjouée, transparente, partante, émue, contente. Très touchée, vraiment très touchée. Voilà, de faire partie de ce projet. Et j'en discutais encore ce matin avec une amie. Quand on est entrepreneur et qu'on est à l'initiative de projets et que les personnes qu'on invite dans ce projet sont elles-mêmes touchées ou reconnaissantes d'être dans cette aventure, bah pour nous, on a tout gagné. Alors du coup, merci beaucoup pour ça. Avec déjà, Vicky. grand plaisir. Et merci pour ta transparence, ta sincérité et ta bonne humeur. Merci beaucoup à vous d'avoir découvert ce projet avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner car on va sortir toutes les rencontres et toutes les vidéos des portraits des femmes entrepreneuses sur ma chaîne YouTube. Et puis je pense que Vicky, elle a un petit dernier mot pour vous. Restez connectés car avec Serena, on ne vous a pas tout dit. On vous réserve quelques surprises qui sortiront très bientôt. Donc à très vite.